Alors voilà, vu qu'on est désormais à plein temps, je me disais qu'on pourrait peut-être en profiter pour montrer davantage l'île, parce que pour l'instant on n'a pas montré grand chose. Alors les gens y connaissent déjà la plage de Low Power Mount, c'est là où nous sommes actuellement, ou encore la tour technique où on fait les montages, où se trouve le bunker XP pour nos expériences. Ah, et il y a aussi le bois des médias, où tu m'emmènes quand tu fais des cauchemars de JT. Et enfin, notre campement, surplombant le lac du beurre salé. C'est déjà pas mal, non? Ah bah non, regarde, il y a plein d'endroits qu'on n'a jamais filmés. La montagne de l'ambition. Tu sais, c'est là où vont les cravatés en pèlerinage. Ils sont persuadés d'y trouver un sens à leur vie. Ah, les malheureux. Ce n'est pas pour rien si elle abrite les chutes du burn-out. À éviter alors. On a aussi le volcan de la croissance. Trop dangereux. Le désert du consumérisme. On risque de s'y perdre avec les mirages. Pas grave, car ce qui m'intéresse le plus, Gull, c'est ça. La forêt censurée. J'y suis jamais allé, mais franchement, ça m'attire trop. Si elle est censurée, ce n'est pas pour rien. Bah justement, tu veux pas savoir ce qu'il y a dans cette forêt? Oh, mais je sais parfaitement ce qu'il y a. C'est juste que je ne veux pas que tu y ailles. Ni toi, ni personne d'autre. C'est pour ton bien. Oh, arrête, Gull. Depuis quand tu m'interdis de faire des trucs? Allez, hop, on y go. Technicien, ne me prends pas pour un magicien de pacotille. Je n'essaye pas de t'interdire. J'essaye de t'aider. C'est une réplique de Gandalf, ça? En effet, tout ça pour te dire, n'y va pas. Sinon, je serai obligé de te tuer. Et ça, c'est une réplique d'un James Bond. Non, de moi. What the what? Mais pourquoi il veut pas que j'aille dans cette forêt? Il y a qu'un seul moyen de le savoir. Eh ben... Tiens, il y a un truc d'écrit. Cet arbre n'est pas disponible en raison d'un non-respect du droit d'auteur. Oh, c'est triste. Alors à gauche, le torrent 411, et à droite, le cœur de la forêt censurée. Bon bah... Sac à dos, sac à dos. La, 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 la. Hein? C'est moi où les arbres sont en train de chanter. Je t'avais pourtant interdit de venir ici. Ah, Gull! Ah, ne me fais pas peur comme ça. Et pourtant, te voilà. C'était prévisible. Comment ça, prévisible? Attends, tu savais que j'allais venir? Je l'espérais. Mais c'est débile, tu me l'as interdit. Chut, écoute. Bah quoi? On n'entend rien. Justement, les oiseaux bleus ont cessé de chanter. Oh non, technicien, cache-toi.
Mais c'était quoi ça? Raven, il est attiré par toute forme de censure. C'est de cela qu'il puise sa force. Raven? Mais je l'ai jamais vu se comporter comme ça. On dirait qu'il est devenu... sauvage. Les effets de la réactance, technicien. Ça l'a plongé dans un état quasi primitif. Oh, cette musique, c'est si beau. Sois prudent. Il faut que je sache d'où ça vient. Je comprends. Que dirais-tu que je te guide vers le cœur de la forêt, vers ce chant qui t'attire? Tu veux bien? Oui, mais à la condition que tu écoutes d'abord ce que j'ai à te dire, notamment les précautions à prendre quand on se balade dans cette forêt. Quelle précaution? Se prémunir de la réactance. La réactance? Laisse-moi t'expliquer. Effet Streisand. Gull, tu es sûr que c'est la bonne direction? Oh, on ne pouvait pas rêver mieux comme point de départ. Attends. Je vais deviner. Tu vas me dire que Streisand c'est un psychologue, un chercheur spécialiste des biais cognitifs, un truc du genre. Non. Il s'agit de la chanteuse Barbra Streisand. En 2003, Kenneth Adelman, photographe, participe à une enquête sur l'érosion du littoral. Il va produire différents clichés, dont la vue aérienne d'une falaise californienne qu'il publie sur le site pictopia.com. Ce que Kenneth Adelman ignorait alors, c'est qu'il avait photographié le domaine privé de Barbra Streisand. La chanteuse eut la très mauvaise idée d'attaquer en justice le photographe ainsi que le diffuseur Pictopia, les accusant de ne pas avoir respecté des lois anti-paparazzi de Californie. Elle demanda à ce que la photo soit retirée. Mais paradoxalement, cette tentative de censure aura pour conséquence d'augmenter le bruit médiatique autour de cette image. Les magazines People vont s'intéresser à l'affaire, reprenant le cliché et le diffusant à un large public. Conséquence, en voulant interdire la diffusion de cette image, Barbra Streisand aura elle-même contribué à la rendre encore plus visible et à l'exposer davantage, déclenchant en quelque sorte un effet boule de neige incontrôlable. Pourtant, cette photo, elle a rien de particulier. Cet effet Streisand, ça arrive souvent? Oh que oui. Prenons quelques exemples récents. Lundi 2 septembre 2013, l'AFP publie la photo du président François Hollande, alors en déplacement dans une école. Cette photo, jugée peu flatteuse par les équipes de l'AFP, sera finalement retirée. Même chose pour le site Reuters. Le cliché est supprimé. Effet Streisand? Oui, cette soudaine suppression a alimenté la méfiance et le buzz. Le cliché est devenu viral sur la toile. Philippe Massonnet, directeur de l'AFP, déclarera aux journalistes du Monde: non seulement la photo n'est pas morte comme nous l'aurions voulu, mais elle est devenue une des images les plus échangées du jour sur les réseaux sociaux en France. Le tout alors que cette image, somme toute assez banale et très loin d'être scandaleuse en soi, serait sans doute passée plutôt inaperçue si nous n'avions pas attiré l'attention sur elle en demandant à nos clients de l'éliminer. Autre exemple, en juillet 2009 est créé un article Wikipédia sur la station hertzienne militaire de Pierre-sur-Haute. Le 4 mars 2013, la DCRI, Direction centrale du renseignement intérieur, contacte le service juridique de la Wikimedia Foundation et demande la suppression de l'article prétextant le caractère de secret défense mais n'apportant aucune précision ou preuve allant en ce sens. De plus, les informations de la page étaient déjà connues et partagées par d'autres médias. Wikimedia rejette donc la demande des services de renseignement et met le dossier en attente. La DCRI va alors tenter de faire supprimer la page par d'autres moyens. Elle convoque l'un des administrateurs de la communauté francophone, qui n'a rien à voir avec la publication
suppression de l'article et lui ordonne de le supprimer. Celui-ci refuse, précisant qu'il n'a aucun pouvoir éditorial. La DCRI menace alors de le mettre en garde à vue par la police. Sous la pression, l'administrateur cède. Tiens, c'est marrant, j'entends Barbra Streisand au loin. Tout juste. La DCRI semble avoir oublié 2 points essentiels. D'une part, Wikipédia est une encyclopédie libre, sans dirigeants, sans frontières, qui s'enrichit par des contributions bénévoles à travers le monde. En cela, la suppression d'un article ne pourra empêcher sa réapparition. D'autre part, effet Streisand. Peu après la suppression de l'article, celui-ci est réapparu sur Wikipédia, recevant 80 éditions, enrichissant ainsi ses informations, et cela en à peine 2 jours. Cette histoire a apporté à cet article une visibilité exceptionnelle. L'article sera traduit en des dizaines de langues et devient l'article français le plus consulté de Wikipédia entre le 6 et le 7 avril 2013. Ah bah bravo! Donc si j'ai bien compris, l'article serait passé inaperçu si la DCRI n'avait pas essayé de le censurer. En effet, la tentative de censure a engendré son contraire, un bruit médiatique incontrôlable suscitant un fort désir de consulter l'article censuré. Je suis sûr, technicien, que tout cela t'a donné envie de le lire. Regarde, il est là. Oh ouais, trop! Oh. Hé, il y a plein de trucs sur cet ordi. Il y a même l'affaire Bettencourt. Pourquoi il y a ça ici? Ça a été aussi censuré? Hélas, le 16 juin 2010, le journal Mediapart publie des enregistrements qui lanceront la suspicion d'un conflit d'intérêts entre Liliane Bettencourt et Éric Woerth, affaire qui jettera le trouble sur le financement de la campagne présidentielle 2007 de Nicolas Sarkozy. Nous n'allons pas nous attarder sur cette affaire, car ce n'est pas le sujet. Précisons juste que Mediapart continuera à publier des dizaines d'articles sur l'affaire, affaire qui a reçu une portée médiatique très importante durant cette période. Le 4 juillet 2013, la Cour d'appel de Versailles ordonne à Mediapart et au Point de dépublier les enregistrements et leurs retranscriptions car ils constitueraient une atteinte à la vie privée. Cela correspond à 72 articles que Mediapart a dû supprimer de son site. Conséquence, un vaste mouvement s'est mis en place sur la toile pour partager gratuitement les articles censurés. On pouvait ainsi les retrouver sur des sites de partage peer-to-peer et même dans la presse comme Rue 89, Arrêt sur Image et j'en passe. Avec cette censure, les articles n'ont jamais été aussi visibles et accessibles. Ouais, mais là c'est différent, non? Je veux dire, l'affaire Bettencourt était déjà connue. Enfin, c'est idiot d'avoir voulu faire supprimer ces infos. En effet, on assiste là à une variante de l'effet Streisand, ce que Benjamin Bayard nomme l'effet Flamby. L'effet Flamby, c'est plus con, c'est plus pied nickelé. Il y a un truc qui est célèbre et qui te fait chier et que tu veux censurer. Ça peut pas bien se terminer. Ça peut pas bien se terminer, ça va pas marcher. Il va y avoir des copies partout. Et donc non seulement ça restera célèbre, mais en plus t'auras été ridicule parce qu'incapable de les faire taire. L'exemple type, c'est Wikileaks. On a essayé de faire taire Wikileaks et ça n'a pas marché. Quand on a essayé de censurer Wikileaks, de faire fermer de force le site web, ils ont eu, je sais plus, 1000 miroirs en quelques jours. 1000. À faire fermer un par un avec service, douane, machin, sur 1000 ordinateurs différents dans le monde, dans tous les pays de la planète. Comment tu veux rattraper ça? Voilà, ça c'est ce que j'appelle l'effet Flamby. Tu vois un truc, c'est pas caché, c'est pas un petit détail, c'est en plein milieu de la cuisine, c'est un bidule qui blob comme ça, il t'emmerde et tu te dis tiens, pour enlever ce Flamby qui fait tache dans ma cuisine, je vais mettre une grande baffe dessus. Et non, ça marche pas ça. Donc, l'effet Streisand et l'effet Flamby nous montrent que la censure est contre-productive, encore plus à l'ère d'Internet, car ça génère une grande visibilité et un fort désir de l'information censurée. Tout à fait. Ah, mais c'est pour ça que je me suis senti attiré par cette forêt. À elle seule, elle fait office d'un énorme effet Streisand. Ah, tu commences à comprendre où je veux en venir. Et donc, j'ai eu raison de venir ici, hein. Mais je me demandais, pourquoi au fait la censure génère un tel désir? Bonne question. La réponse se trouve dans cette direction.
La réactance psychologique permet de comprendre pourquoi la censure, la privation et tout autre interdit augmentent notre désir de transgression. La théorie de la réactance a été mise en évidence par les psychologues Jack et Sharon Brime en 1966. Quand on prive l'individu d'un choix, d'une liberté, d'une action possible ou d'un comportement, celui-ci basculera dans un état de tension et de motivation visant à rétablir ce qu'on lui a enlevé. Technicien, tu m'écoutes? Technicien. Attends, Gueule, regarde, sur le chemin. Du lait chocolaté, issu de vraies vaches marron. J'adore ça. Eh bien, va le prendre. Tu crois que c'est un piège? Qui ne tente rien? Oh Gueule, regarde dans l'arbre, une tablette de Dark Web Chocolate. J'adore cette marque. Bon, on n'a pas que ça à faire. Décide-toi rapidement à prendre un seul de ces produits et laisse-moi continuer, veux-tu? Un seul? Mais c'est un choix horrible. Allez, choisis. Tu as donc choisi le produit le moins accessible. Bah ouais, j'adore les deux, mais là sur le coup j'ai été attiré par ce chocolat. T'en veux? Non merci. C'est quand même bizarre de trouver ça au milieu de la forêt, non? Pas du tout. Nous sommes sur le chemin de la réactance, vois-tu? Sans le savoir, tu viens de reproduire une vieille expérience en psychologie sociale. Ah? Les chercheurs ont observé les premières manifestations de la réactance dès la petite enfance. Citons par exemple l'expérience de Brime et Weintraub en 1977. L'expérimentation consiste à tester des filles et des garçons âgés de 2 ans en moyenne sur leur attirance d'un jouet. Chaque enfant, accompagné de sa mère, est observé individuellement en laboratoire. Dans une salle de jeu, on montre à l'enfant 2 jouets qui sont placés à égale distance sur le sol. L'un des jouets est placé derrière un obstacle, une barrière de plexiglas. Dans cette expérience, il y a 3 conditions. Dans la première, les jouets sont différents et l'un d'eux est placé derrière une petite barrière de plexiglas de 30 cm, ce qui n'est pas un véritable obstacle pour un enfant de 2 ans. Dans la deuxième condition, les jouets sont différents et l'un d'eux est placé derrière une haute barrière de 60 cm, obligeant l'enfant à contourner l'obstacle si celui-ci veut prendre le jouet. Enfin, dans la troisième condition, les jouets sont identiques et l'un d'eux est placé derrière une barrière haute de 60 cm. Les chercheurs veulent savoir combien de temps en moyenne vont mettre les enfants pour toucher les objets. Résultat, dans la première condition, quand les jouets sont différents mais qu'il n'y a pas de véritable obstacle, les enfants mettent en moyenne 42,22 secondes à toucher le jouet derrière la barrière et 47,33 secondes à toucher le jouet sans barrière. Ouais, y a pas de grosse différence quoi. Non, aucune différence significative. Dans la deuxième condition, celle où la barrière constitue un obstacle, les enfants mettent en moyenne 22,30 secondes à toucher le jouet derrière la barrière et 60,10 secondes à toucher le jouet sans barrière. Waouh, ils ont speedé les petits. Oui, l'obstacle a engendré une pression sur leur choix, les orientant à accéder le plus rapidement possible au jouet le moins accessible. Le jouet difficile à atteindre a gagné en attractivité, contrairement aux jouets disponibles qui les attirent beaucoup moins. Je me sens un peu bête tout d'un coup. Eh oui, c'est la réactance, technicien. Et la troisième condition? Dans la troisième condition, quand les jouets sont identiques, les enfants mettent en moyenne 56 secondes pour toucher le jouet derrière la barrière et 37,33 secondes à toucher le jouet sans obstacle. Ah bah là c'est bizarre, c'est le jouet sans obstacle qui est le plus attirant. Pourquoi? Les jouets étant identiques, le choix se portera tout simplement vers celui qui est le plus accessible. Le jouet avec obstacle n'ayant pas plus d'intérêt que l'autre car similaire. Tu remarqueras donc que dans ces 3 conditions, ce sera le jouet non similaire avec obstacle qui obtiendra le meilleur score. La réactance prend donc ici la forme d'une opposition ouverte. Selon les psychologues, elle apparaît à cet âge car l'enfant franchit une étape importante dans le développement de sa personnalité. Il se perçoit pour la première fois comme un être singulier avec une identité propre. Il se conçoit comme un être indépendant et va alors explorer les différentes possibilités qui s'offrent à lui, testant les limites à sa liberté et à sa souveraineté.
Ah, et c'est pour ça qu'à partir de cet âge, l'enfant il se met à faire de gros caprices et des bêtises. Oui, aussi perturbant que tout cela puisse être pour les parents, l'enfant est en pleine découverte de lui-même. D'où le rôle essentiel des parents à cette étape d'aider l'enfant à trouver ses limites. Il y a un autre âge où la réactance est très forte. On pourrait même parler de l'âge par excellence de la réactance psychologique, l'adolescence. Là encore, on assiste à un développement de la personnalité de l'enfant qui transite progressivement vers l'âge adulte. Il abandonne sa dépendance à ses parents, il se sait presque adulte et aspire donc à des droits. Ce développement va se faire par opposition, non pas signe d'une opposition rationnelle, mais réaction parfois impulsive pour s'écarter des anciennes tutelles ou de tout ce qui représente pour lui l'autorité. Il est d'ailleurs inefficace à cet âge d'imposer aux adolescents une autorité parentale traditionnelle. Interdisez-lui de fumer une cigarette, il va s'empresser de le faire en cachette. Interdisez-lui de regarder du porno sur le net, il va essayer d'y accéder. Encore une fois, il explore son champ de possibilités, il explore ses limites. Vouloir l'en empêcher générera exactement l'effet inverse. Il vaut mieux lui parler, lui expliquer sans infantilisation et avec respect de son autonomie pour lui éviter des déconvenus, plutôt que de lui fixer des interdits ou de lui donner des ordres de manière autoritaire. Donner des ordres ou interdire, c'est un peu la même chose au final. Tout à fait. Ordonner de faire une action revient à interdire d'effectuer d'autres actions. La réactance peut donc apparaître dans les cas d'injonction forte. C'est notamment ce que montrent les résultats de l'expérience de Brime et Regan en 1966. À l'entrée d'un magasin, un expérimentateur se fait passer pour un employé distribuant des coupons de réduction pour l'achat d'un pain, que nous allons nommer pain X. L'expérience consiste à observer quelle sera la réaction des acheteurs en fonction de l'injonction de ce coupon. Dans cette expérience, il y a notamment 4 conditions. Dans la première condition, la pression verbale est dite faible, on trouve sur le coupon l'inscription suivante. Essayez s'il vous plaît le pain X. Le coupon est accompagné d'une somme identique au pain X. Mais le client, il peut utiliser cette somme pour acheter une autre marque de pain, c'est ça? Tout à fait. Dans la deuxième condition, la pression verbale est encore faible. Essayez s'il vous plaît le pain X. Mais le coupon est accompagné d'une somme supérieure au pain X. Dans la troisième condition, le coupon a une pression forte sous forme d'ordre. Aujourd'hui, que vous ayez prévu ou non d'acheter le pain, et quel que soit le pain que vous ayez prévu ou non d'acheter, vous allez acheter le pain X. Et joint à ce coupon, la somme identique au prix du pain X. Quatrième condition, on retrouve la même injonction que la précédente condition, mais cette fois, la somme est supérieure au prix du pain X. Les sujets peuvent donc soit acheter le pain X, soit acheter un autre pain avec la somme obtenue par le coupon, ou alors ne rien acheter du tout. Les résultats ont été présentés en fonction du sexe des sujets. Pour les femmes, quand la pression verbale et de la somme sont faibles, elles sont 70% à acheter le pain X. Quand la pression verbale est faible et la somme supérieure, elles sont 40% à acheter le pain X. Quand la pression verbale est forte, mais le prix identique, elles sont 51,3% à acheter le pain X. Enfin, quand la pression verbale est forte, avec un prix supérieur, elles sont 40% à acheter le pain X. Ah, on voit une différence entre la première et la troisième condition. Oui, quand la pression verbale est forte, avec le prix identique, les femmes sont moins nombreuses à acheter le pain X, ce qui va dans le sens de la réactance psychologique. Le fait de faire pression sur les femmes semble les dissuader d'obéir. Et les hommes? Là, ça devient intéressant. Quand la pression verbale et la somme sont faibles, ils sont 37,5% à acheter le pain X. Quand la pression verbale est faible, avec une somme supérieure, ils sont 45% à acheter le pain X. Quand la pression verbale est forte, mais le prix identique, ils sont 73,3% à acheter le pain X. Enfin, quand la pression est forte avec le prix supérieur,
ils sont 77,8% à acheter le pain X. Autrement dit, contrairement aux femmes, les hommes seront plus obéissants quand la pression sera forte. Il y a moins de résistance à l'injonction autoritaire. Donc les femmes sont moins soumises aux techniques commerciales que les hommes. Dans cette expérience, oui, mais il faut tout de même relativiser. Le psychologue Brime explique cette différence entre les sexes par rapport au contexte de l'époque. Dans les années 60, ce sont principalement les femmes qui font les courses. Elles sont donc d'une certaine manière mieux entraînées à résister aux techniques commerciales. Elles se méfieront davantage. Du moins, elles n'apprécieront pas qu'on leur dise quoi acheter. Ok, donc la réactance peut nous permettre de dire non aux injonctions autoritaires, de résister aux techniques de vente et tout ça. Non mais c'est cool alors, soyons tous réactants. Doucement, technicien, tu fais là une interprétation hâtive. Quand tu as dû choisir entre ta tablette de chocolat et ton lait chocolaté, était-ce un choix rationnel et mesuré? Ah, t'es lourd, Gull. T'aurais préféré que je prenne le lait, c'est ça? Que je me conforme à la facilité? Eh ben non, je suis un vrai rebelle, moi, t'entends? Un vrai rebelle. D'ailleurs, c'est moi qui prends les rênes désormais. Allez, suis-moi. En allant par là, je suis sûr qu'on aura un raccourci. Ha. Technicien, ne va pas trop vite s'il te plaît. Bah quoi, papy? T'arrives plus à suivre? Tu t'aventures sur un chemin périlleux. Ah, c'est bon. Que veux-tu qui m'arrive? Gull? Technicien, attention à ce que tu dis. Ok, mais je fais quoi? Y a un Raven en mode Shining, là. Regarde à tes pieds. De la lessive au phosphate. C'est bien ce que je pensais. Il n'est pas là pour toi, mais pour la lessive. Quoi? Recule tout doucement vers moi. Bien, désormais, nous allons fuir en mode crabe. Qu'est-ce qu'il fait? Observe. Mais il est pas bien. Ah, je comprends mieux. Bah, pas moi. Laisse-moi te raconter un récit surprenant. Miami, comté de Dade. Le 1er janvier 1972, une nouvelle loi interdit la vente des produits contenant du phosphate. Le phosphate pouvant devenir source de pollution, augmentant la prolifération des algues, pouvant détruire des formes de vie aquatiques. La lessive au phosphate est donc interdite à la vente, ce qui a pour effet immédiat de diminuer le choix des consommateurs quant à l'achat de produits ménagers. Conséquence incroyable, apparaît un soudain engouement pour ce type de lessive. En réaction à cette interdiction, plusieurs habitants de Miami se lancèrent dans la contrebande. Certaines familles qui avaient constitué un stock important se vantaient même de posséder des réserves pour les 20 prochaines années. Attends, tu as parlé de contrebande de lessive. Tu veux me vendre quoi? Depuis 2007, on a les flics sur le dos. Regarde ma chemise. Sans phosphate, elle n'a plus aucun éclat. Elle n'est plus aussi blanche qu'avant. C'est vrai ça, ma cagoule aussi a perdu son éclat. Écoute-moi bien, tu as en face de toi le meilleur dealer de lessive au phosphate de toute l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est? C'est de la pure? Oh oui, à 93%. Mais vous êtes qui au juste? Vous savez très bien qui je suis. Alors, dites mon nom. Le chat machine? Ariel? La lessive homo? Donc les gens ils se sont mis à vouloir ce type de lessive uniquement parce que son utilisation a été interdite. C'est justement là qu'entrent en scène les chercheurs en psychologie sociale, Maisie, Settle et Leslie. La question qu'ils se posent est la suivante. L'interdiction de la lessive au phosphate a-t-elle impacté le jugement des consommateurs? Pour y répondre, les chercheurs vont faire passer des entretiens et questionnaires aux habitants de deux villes. Miami, concernée par l'interdiction, et Tampa, ville non concernée par l'interdiction.
Ils vont notamment demander aux consommateurs d'évaluer 7 caractéristiques d'une lessive au phosphate sur une échelle de 11 points. Les chercheurs constatent que les consommateurs privés de la lessive au phosphate accordent plus d'efficacité à celle-ci par rapport aux consommateurs non privés par la lessive. Selon les sujets de Miami, et par comparaison avec Tampa, la lessive au phosphate nettoierait mieux à l'eau froide, elle serait plus fraîche et surtout, elle enlèverait bien mieux les taches. Bref, une population privée d'un produit juge celui-ci plus efficace qu'une population voisine non privée de ce même produit. Supercroix. Mire. Moi je sais, la réactance. You're goddamn right. La réactance peut générer d'importantes erreurs de jugement et autres égarements. Par exemple, si une autorité met en place un vaste plan de sensibilisation vaccinale, certains individus viendront à s'opposer au vaccin uniquement par réactance, y voyant une restriction de leur choix. Ce faisant, par biais de confirmation, ils chercheront à justifier cette réaction non réfléchie par des arguments qu'ils présenteront comme rationnels. Gull, attention, j'ai l'impression que quand tu parles de vaccin, tu attires l'attention de Raven. Oui, sujet sensible. Prudence. Quand une autorité telle que l'État met en place une obligation ou une interdiction, que ce soit pour des motifs justes et rationnels, ou au contraire selon des motifs autoritaires et liberticides, une réactance forte peut apparaître. Selon Brime, plus grande sera la menace, plus grande sera la réactance. Autrement dit, plus la menace de privation viendra d'une haute autorité, plus la réactance sera proportionnellement élevée. On pourrait estimer que dans certains cas, cette réactance, bien qu'automatique et non rationnelle, peut être salutaire contre des politiques autoritaires ou liberticides. Mais ce même levier psychologique peut déclencher des mouvements et des attitudes collectives complètement folles. C'est l'une des difficultés des politiques environnementales. Une politique pro-écologique renforcera proportionnellement des attitudes anti-écologiques de la part des groupes plus enclins à cette réactance psychologique. Quand tu dis des groupes plus enclins à la réactance psychologique, tu entends quoi? Les profils internes. Les différentes études ont montré que la réactance psychologique se déclare plus fortement chez les individus qui se croient absolument libres, qui s'estiment être maîtres de leurs actions et comportements. D'accord, mais pour revenir à ce que tu dis sur les politiques environnementales, mettons que je sois sujet à la réactance, persuadé d'avoir le contrôle sur ma vie et tout, je vais quand même pas, par simple opposition à des politiques écolos, me mettre à polluer volontairement. Si, c'est possible. Certains tombent d'ailleurs pleinement dans ce biais. C'est ce qui illustre par exemple le call rolling. Do you smoke? What? Do you smoke? Yes, I do. Good. All right, we'll just stand by. En réaction à la politique environnementale d'Obama, une forme particulière d'activisme a émergé aux États-Unis, consistant à polluer volontairement la planète. Chaque jour, on crée plus de règles. On passe plus de lois et on ferme des terrains publics. On peut plus rigoler. On est en dehors des lois ici. On est des hors-la-loi dans la montagne. On fait ce qu'on veut et on prend notre pied. Sentant leur liberté menacée, les call-rollers roulent au charbon, désactivant le filtre antiparticules de leur voiture. Tout cela comme acte de résistance à la tyrannie des défenseurs de l'environnement. Elle va rouler au charbon tout de suite. Hey, faites péter. C'est ça. Oh, elle est nulle. Je fais mieux. Putain, appuie sur la pédale. Appuie dessus jusqu'au sol. Voilà, ça c'est du carburant non brûlé. Elle balance tout. Et ils sont motivés les bougres, puisque rouler au charbon, en plus d'être extrêmement polluant, leur coûtera bien plus cher. Mais rien n'a de prix quand il s'agit de la liberté, n'est-ce pas? Mais what the what? Allez les écolos, respirez-moi ce charbon. C'est my name.
qu'elle est partie. Oui, je crois que mes propos sur le call rolling lui ont donné l'envie de faire une petite virée en voiture. Donc la réactance peut nous amener à faire des choses complètement débiles, à nous faire croire qu'on est super cool et rebelle, alors qu'en fait c'est juste stupide. Encore une fois, la réactance psychologique nous mène à des attitudes non réfléchies, irrationnelles, donc potentiellement absurdes. Et c'est justement cette non-réflexion des individus que recherche tout manipulateur mal intentionné. La réactance psychologique est une technique de manipulation d'une efficacité redoutable. Manipuler par réactance, c'est-à-dire? Suivons la route. €1 la fleur, cueillette de fleurs autorisée pour les femmes, interdite pour les hommes. Ben tiens, genre y a que les femmes qui ont le droit de cueillir des fleurs. C'est sexiste. Je sais que c'est de la réactance, Gull, mais là, franchement, c'est légitime, non? Je veux dire, faut s'opposer à ça, faut casser les clichés sexistes. Mais fais comme tu le souhaites. Ah, toi, tu as encore une histoire à me raconter. Quelle perspicacité! Les découvertes en sciences humaines, notamment les connaissances sur nos comportements et réactions, sont pleinement réutilisées par le marketing et la com. La réactance psychologique ne fait pas exception. Pour vendre un produit, pour susciter de l'intérêt, il suffit de créer la menace d'une privation, d'une interdiction, d'une pénurie. Nous avions déjà donné un exemple dans une autre vidéo, la rareté fait-elle la qualité? Ah, je m'en souviens, avec les cookies. Oui, pour rappel, Warshell, Lee et Adewale ont montré, à partir de leur expérience de 1975, que les sujets souhaitent davantage consommer un produit quand celui-ci est peu disponible, plus que quand il est en abondance. Les résultats montrent également que le consommateur surestime le coût d'un produit si ce dernier est peu disponible. Ouais, et c'est là-dessus que les vendeurs peuvent jouer, donner l'illusion de la rareté, ou créer de manière artificielle une pénurie provisoire pour augmenter les prix et les pulsions d'achat. Tout à fait. Tu l'auras compris, c'est encore la réactance qui est à l'œuvre. Pour plus de précisions sur les effets de la rareté, vous les trouverez dans cette vidéo. Il existe encore d'autres formes de manipulation par réactance dans le commerce via l'interdiction ou encore la censure. Pour vous faire de la publicité gratuite, rien de plus simple. Organisez une fausse fuite de votre produit. Vous allez ainsi créer artificiellement un effet stressant. Faites croire que cette information est confidentielle. Organisez vous-même la fuite et vous obtiendrez une couverture publicitaire gratuite qui va susciter encore plus d'intérêt et de désirabilité quant à votre produit. Ou encore, pour augmenter vos ventes, rien de tel que de brandir la menace de l'interdiction. Rue du Commerce en est un parfait exemple. En novembre 2014, le site de vente en ligne lance une campagne pour le moins dérangeante. Sur la page principale du site, un panneau indique aux visiteurs « Attention, site interdit aux femmes ». La page informe les risques encourus et propose le choix suivant. « Je suis un homme » ou « Je suis une femme, je continue, même pas peur ». Ah, j'en connais qui vont avoir des ennuis. Bien sûr, c'était le bad buzz assuré. Les réseaux sociaux vont partager massivement cette aberration. Le site mademoiselle.com appelle à porter plainte, jugeant la campagne sexiste. Bah normal, c'est choquant, non? Oui, si choquant que cela entraîne un vaste élan de protestation, si choquant que beaucoup vont en parler sur la toile, si choquant que beaucoup braveront cet interdit lamentable en achetant massivement sur le site. Quoi? Cette campagne était savamment calculée, technicien. Le but était bien le bad buzz. Il fallait mettre le consommateur en situation de rébellion afin d'exploiter sa réactance psychologique, générant ainsi de meilleures ventes. Contactée par Le Figaro, Sylvie Latour, directrice adjointe du site Rue du Commerce, déclare ceci. « Nous avons toujours été un troublion d'Internet. Ce ton décalé est un moyen pour un site français comme nous de nous démarquer de nos concurrents. On voulait amener les femmes à transgresser l'interdit et à se connecter quand même à notre site. »
La directrice se dit très satisfaite de la campagne, indiquant que les commandes ont explosé. Ils ne s'arrêteront pas là, réitérant la même stratégie en interdisant cette fois le site aux hommes. Voilà un exemple de manipulation du consommateur. L'amener dans une position de transgresseur, exploiter sa réactance afin de l'amener à acheter davantage. Je voulais me faire un bouquet de la liberté, mais en fait, ce n'est qu'un bouquet de la servitude. Parfois, les instruments de notre servitude se drapent de la plus belle apparence, technicien. On croit se rebeller dans un élan de liberté alors qu'on se fait exploiter. Les manipulations par réactance participent à ce que les psychologues nomment la soumission librement consentie. Dans le cadre de la communication politique, le levier de la réactance est parfois utilisé pour amener la population à accepter des mesures liberticides, comme pour les politiques sécuritaires. Pour renforcer les dispositifs de surveillance sur la voie publique, sur Internet, il faut avoir un minimum l'adhésion du peuple. Or, le peuple refusera de voir sa liberté ainsi réduite. Tu penses bien, technicien, qu'un discours politique honnête ne fonctionnerait pas? Face au terrorisme, nous allons devoir restreindre nos libertés individuelles. En cela, j'ai décidé de renforcer les dispositifs de surveillance. Car, honnêtement, on suspecte un peu tout le monde. Nous allons donc désormais accéder à vos données personnelles sur Internet, que vous le vouliez ou non. Nous pourrons retracer vos déplacements, connaître vos opinions politiques, religieuses, vos convictions, quelles qu'elles soient. Cela nous permettra aussi de restreindre l'expression individuelle, d'identifier les futurs perturbateurs. On va se saisir de l'occasion pour accroître les contrôles politiques. Les syndicalistes et activistes de tout poil n'ont qu'à bien se tenir. Ainsi, je vous promets l'ordre. Alors, qui est avec moi? Qu'on lui coupe la tête! Ce type de discours passerait mal. Un tel recul dans un pays qui fait de la liberté l'un de ses premiers principes ne serait pas supportable. Par contre, il est possible d'avoir une adhésion populaire pour ces mêmes mesures uniquement en inversant les termes, en créant une menace à la liberté afin de susciter les réactances. Nos valeurs, dont la plus forte, notre liberté, est aujourd'hui menacée par le terrorisme. Il s'attaque à notre liberté d'expression, il s'attaque à notre culture, à la diversité, à la laïcité, à la République. Eh bien, je dis non. Je dis qu'il est temps de résister au terrorisme. Je dis non à l'impunité. Je dis non à une justice trop laxiste. Je dis non à des lois qui ne sont pas assez fortes pour nous protéger. Nous résisterons en augmentant nos dispositifs de vidéoprotection qui garantiront notre liberté. Nous résisterons en exigeant aux fournisseurs d'accès Internet à rendre des comptes. Plus personne ne passera sous notre radar. Que chaque personne qui a quelque chose à cacher se sente visée. Il n'y aura plus d'indulgence. Nous résisterons en assignant à résidence tous ceux qui constituent une menace à l'ordre républicain. Nous résisterons à toute excuse sociologique. Nous résisterons à toute interdiction de nous laisser mener ce projet à bien. Nous n'accepterons plus de débattre avec ceux qui remettent en cause nos actions. Nous les bannirons, ces politiciens laxistes, ces journalistes pseudo-critiques ou individus bien-pensants. Oui, nous le ferons au nom de la liberté. Liberté, 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 liberté. En usant de la réactance, il est tout à fait possible d'asservir la population, de lui retirer ses droits élémentaires, et tout cela avec son consentement. C'est horrible. La politique ne devrait pas reposer sur la peur du pire, mais sur l'espoir du meilleur. Une politique qui tire sa légitimité de la menace de la perte est une politique d'asservissement. Soyons donc extrêmement prudents face à ce type de discours, car le peuple sentant sa liberté menacée peut lui-même être l'instrument de sa propre servitude. C'est d'ailleurs l'un des enseignements que nous pourrions retirer de l'ensemble des recherches en psychologie sociale. Les manipulations les plus efficaces
efficaces, celles qui soumettent les individus, sont celles qui exploitent notre désir de liberté. Eh ben la vache, et c'est quand même sacrément ironique. Notre désir de liberté est utilisé pour nous soumettre et nous conformer. Exactement. Là est sans doute notre plus grand point faible. C'est ce que j'appelle le talon d'Achille des rebelles. Ce qui va nous permettre de mieux comprendre comment nous sommes manipulés par les exploiteurs de la censure. Ah bah enfin, nous revoilà sur les chemins de la censure. On a quand même fait un sacré détour, hein. C'est toi qui as voulu prendre des raccourcis. Regarde où ça nous a menés. Bah ouais, mais bon, en même temps, j'étais sûr de mon coup. Bah quoi? Cache-toi. Un robot YouTube. Je crois qu'il n'a pas aimé certaines de nos musiques et images que nous avons utilisées. Il va pas nous supprimer quand même? Attendons un peu. Ah, on n'est pas passé loin. Dans la forêt censurée, on trouve toute forme de censure, et celle-ci est un vrai obstacle à la créativité. Et inefficace en plus. Oui, la censure en général est contre-productive, en plus d'être condamnable. Mais il nous faut aller plus loin. Penser la question de la censure dans nos démocraties n'est pas simple, car si on peut facilement s'accorder à condamner la censure répressive de l'État ou de toute autre autorité, il serait plus que périlleux d'envisager l'expression individuelle ou collective sans aucune limitation, car cela aurait pour conséquence non pas de supprimer la censure, mais plutôt de déplacer la censure. Je comprends pas. Imagine un espace de discussion sans aucune modération, sans aucune règle ou limite. Que se passerait-il à ton avis? Bah tout le monde pourrait s'exprimer, et ce serait cool. Vraiment? Bah ouais, enfin sauf si on tombe sur des gens pas très cool, du style à monopoliser la parole, ou à t'envoyer balader alors que tu veux juste débattre, ou t'insulter parce que tu es en désaccord avec eux, quand c'est pas pour te harceler, te crier dessus avec ses copains, t'obliger à la boucler, te forcer à partir, t'isoler. Ah, je vois, sans modération, c'est la censure de celui qui crie le plus fort qui s'exerce. Tout à fait. Sans modération, des formes de censure insidieuses s'organisent. Ceux qui hurlent le plus fort, les plus virulents, en viennent à confisquer la parole, à réduire les autres au silence, et ils justifieront cela au nom de la liberté d'expression. Il faut ainsi bien faire la distinction entre la censure répressive qui empêche l'expression ou la créativité et la modération positive qui rend possible l'expression. Ouais, mais après il peut y avoir des abus à la modération aussi. Tout à fait. Sous la modération peut aussi se cacher une censure liberticide. Et on fait comment alors pour distinguer la modération positive et nécessaire de la modération autoritaire? On se pose cette simple question. Cette modération rend-elle possible la libre expression ou au contraire l'en empêche-t-elle? C'est pas simple, hein. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois réfléchir au cas par cas. Oui, c'est le propre de toute problématique portant sur la liberté. Il n'y aura jamais de réponse et de solution simple. La liberté est toujours à réfléchir, jamais acquise, toujours à conquérir. La liberté n'est pas dans l'excès, mais dans l'équilibre. Non mais attends, mettons que je sois un gars violent, qui insulte tout le monde avec des propos racistes et sexistes, et qu'un modérateur supprime mon message haineux. Bah je pourrais alors crier à la censure, me plaindre, me faire passer pour une victime, pour quelqu'un qu'on a voulu taire. Bingo, tu comprends où je veux en venir. Tu viens de décrire une forme d'exploitation de la censure. Une exploitation de la censure? Tout comme il est condamnable et contre-productif de censurer des informations utiles pour le bien commun, nous devrions tout autant être vigilants quant à ceux et celles qui se font volontairement modérer ou qui inventent une censure qui n'existe pas afin de manipuler les masses par réactance. Entre ceux qui censurent pour interdire un discours et ceux qui imposent leur discours en criant à la censure, on a là deux formes de manipulation de l'opinion. Le manipulateur censeur et le manipulateur censurés exploitent la censure à leur propre fin, transforment la liberté d'expression en guerre d'expression. On peut les appeler tous deux des exploiteurs de la censure. Le premier cherche à interdire un discours pour imposer le sien, l'autre s'appuie sur l'interdit de son discours pour imposer le sien. Attends, je comprends pas. Comment quelqu'un pourrait m'imposer son discours en criant à la censure? Les expériences sur la réactance démontrent que non seulement la censure d'un discours accroît notre désir de l'entendre, mais plus
encore, accroît notre adhésion à sa thèse, même sans en avoir pris connaissance. C'est notamment ce que montrent les chercheurs tels que Warshel et Arnold dans leurs études menées au début des années 70. Quand ils font croire à des étudiants qu'un discours a été censuré, ceux-ci iront jusqu'à changer leurs opinions de départ uniquement par réactance. Le psychologue Cialdini signale ainsi les risques de la réactance quand il s'agit de thèses politiques extrêmes. Les tenants de positions insoutenables ou peu populaires peuvent habilement nous rallier à leur position en s'arrangeant pour que leur message soit censuré. Paradoxalement, pour de tels gens, par exemple les membres de groupes marginaux, la stratégie la plus efficace peut être non pas de faire connaître leurs opinions controversées, mais de faire en sorte de subir une censure officielle, puis de faire connaître la censure. Donc, si je tiens une position extrême, mettons un discours raciste, il me suffit d'exploiter des censures ou juste des critiques à mon égard pour rallier d'autres personnes à mes thèses folles. Tout juste. Et c'est d'une efficacité redoutable. Tu comprendras peut-être désormais pourquoi les tenants d'une position extrême ne cessent de crier la censure. Plus ils sont censurés ou font croire qu'ils le sont, plus ils gagnent en puissance et en partisans. Ces techniques de manipulation peuvent reposer sur plusieurs leviers. Citons-en quelques-uns. Premier levier, la confusion entre critique et censure. La critique est au cœur de la liberté d'expression. Chacun peut affirmer une position ou en critiquer une autre. Si la critique est rationnelle et qu'elle ne vise pas à interdire, on ne peut pas l'amalgamer à une censure. Or, c'est cet amalgame qui est exploité. Par exemple, si vous soutenez que la Terre est plate et que vous vous retrouvez face à de très nombreuses critiques scientifiques démontrant que votre thèse ne tient pas, cela n'est pas une censure. La validité d'un discours ne se mesure pas proportionnellement au nombre de ces critiques. Ce serait là chose absurde. Vous l'aurez peut-être constaté par vous-même, mais j'ai eu droit à toute une série de commentaires suite à ma dernière vidéo « La Lune n'existe pas ». J'avais présenté point par point les manigances des grandes puissances pour nous faire croire qu'il y a ce satellite tout moche qui tourne en orbite autour de notre planète sans jamais s'écraser sur la Terre, comme par magie. Comme je m'y attendais, j'ai eu droit à tous les chiens de garde de la communauté scientifique. Et ils ne sont pas très malins, car ils disent tous la même chose. Ils ont tous les mêmes arguments. Non mais franchement, on dirait un copier-coller. Et ils croient qu'ils vont me faire taire. Regardez-les, ces pseudo-intellectuels, qui ont le même discours, la même pensée unique. Si ce que je dis est faux, pourquoi vouloir me faire taire, me censurer? Qu'est-ce qui vous fait peur, hein? Que je dévoile la vérité? La confusion entre censure et critique est renforcée par un second levier de la réactance, l'anticonformisme. Par désir de ne pas se conformer, les individus se valorisent en se réclamant d'un discours minoritaire. Ce faisant, ils tombent dans le biais suivant. Une idée majoritairement partagée serait une idée erronée. Cette peur du conformisme, associée au mécanisme de réactance, mène l'individu à adhérer à des discours radicaux, voire extrêmes, car l'adhésion à une position minoritaire valorise leur ego. Ah, tu en as déjà parlé de ça. Puisque personne ne veut être manipulé, ne veut être un mouton, il va adhérer à des idées marginales afin de se sentir supérieur. Tout à fait. Les exploiteurs de la censure cherchent à gagner du crédit en brandissant la menace d'une censure de la pensée. Les tenants de discours extrêmes chercheront à regrouper les pensées et opinions différentes de la leur, les présentant comme une pensée uniforme, une pensée unique toute puissante qui cache la vérité. Dans ce cas de figure, l'argument de la pensée unique est un argument vide. Ce n'est pas parce qu'une position est marginale et critiquée qu'elle est juste. Et l'inverse aussi, non? C'est pas parce qu'une position est majoritaire qu'elle est juste. Tout à fait. Ce biais fonctionne dans les deux sens. La qualité d'une thèse n'est pas proportionnelle à la quantité de ses partisans ou de ses détracteurs. Troisième levier, si c'est interdit, c'est précieux. Face à un discours censuré, il y aura, via l'effet Streisand, une plus grande diffusion, car les individus désireront davantage accéder à ce discours, désir qui s'accompagnera potentiellement d'une adhésion. Comme la lessive au phosphate, les gens seront persuadés que le produit interdit est plus efficace que les autres. Oui, cela fonctionne de la même manière pour une opinion ou une thèse. Celles-ci pourront paraître plus crédibles uniquement parce qu'elles sont présentées comme censurées. C'est l'effet de rareté. Exactement. Ah bah c'est comme ça que certains livres ou magazines fonctionnent.
fonctionne aussi. En effet, on promet des révélations, des informations exclusives, on martèle le mot censure à tout bout de champ et on augmentera à la fois ses ventes tout en captant la crédulité du lecteur. Si vous voulez des exemples, on en parle ici, dans notre analyse des couvertures de valeur actuelle. Enfin, quatrième levier pour bien exploiter la réactance, la confusion entre modération et censure. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un gars sur un espace de discussion qui sort des trucs horribles, qui insulte tout le monde, qui empêche les autres de parler et qui va se faire modérer. Et ben, il va aussitôt crier à la censure et au fascisme. C'est ça. Et par réactance, il pourra endoctriner différents individus à adhérer à ses thèses, ou à l'aider à organiser une vengeance trollesque dans l'espace de discussion qui l'accuse de censure. Merde, combien de fois j'ai pas vu ça sur la toile? Et c'est con en plus, parce que ceux qui se disent victimes de censure cherchent ensuite à détruire un espace de discussion. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Eh oui, tu comprendras que les manipulations par réactance sont fréquentes, qu'il faut apprendre à les repérer et à s'en prémunir. Ouais, mais comment? Justement, j'y viens. Gull, juste là. Où diantre? Gull, je crois que c'est l'OST de Doctor Who qui l'a attiré. Et il va nous supprimer. Ou nous coller des publicités infâmes. Je vais essayer de négocier. Je suis pas sûr que ça marche. Je viens en paix. Mes intentions sont purement pédagogiques et parodiques. Gull! Technicien, fuis, pauvre fou! Là, c'est encore Gandalf. Fuis! Oh, et merde. Derrière toi, il y a un député qui veut interdire la fessée. Diantre. Il n'y a plus aucune issue. Je suis bloqué. Qu'est-ce que... Tu faisais des ricochets à 1h du matin. Oui, ça fait partie de mes petites pulsions nocturnes. Tout prend enfin sens. Mes entraînements, mes efforts, tout cela pour me conduire à cet instant précis. Coucou. Ouais. Laisse-nous créer en paix. Ah, les lens flares. Ah, mon entraînement a enfin porté ses fruits. Bon, technicien. Technicien. Le cœur de la forêt censurée. J'y suis arrivé. Bah alors? Y a rien ici. Cette musique... Non, je suis sûr que c'est encore un piège.
Pourquoi t'auto-censurer ainsi? Oh diantre. Excusez-moi, j'ai un vilain rhume. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, pourquoi me renier? Parce que tu veux exploiter ma réactance. Vraiment? Regarde où ça t'a mené. Tu voulais connaître les secrets de cette forêt, tu voulais découvrir son cœur. Et arrivé à destination, tu t'auto-censures. Bravo! Quel esprit libre tu fais! Est-ce là ta définition de la liberté? Je vais te dire, toutes ces bêtises de sciences humaines t'ont mis en PLS. Tu le sens bien en toi pourtant, non? Tu es confus, tu ne sais même plus ce que le mot rebelle signifie. Bah évidemment que je sais ce que c'est. Être rebelle c'est... Gull et ses discours. Voilà le résultat. Ça s'appelle du lavage de cerveau, jeune ami. Réfléchis un moment. Qui t'a empêché de pénétrer dans cette forêt? Qui n'a cessé de te manipuler depuis le premier jour? Qui n'arrête pas de te répéter que la liberté absolue n'existe pas? Non, non, c'est pas ce que tu crois. Si Gull ne t'avait pas retourné la tête avec ses histoires de réactance, tu n'aurais pas hésité une seule seconde à ouvrir ce coffre. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, tu veux savoir ou non? Tu sais bien au fond de toi que tu veux ouvrir ce coffre. Laisse-toi pénétrer par ce désir. Libère-toi de cette prison dans laquelle on t'a enfermé. Cohérence logique, biais cognitif, réactance. Tout cela, technicien, n'est que propagande du totalitarisme de la science. Ne laisse personne te dire que nous ne sommes pas libres. Nous sommes notre propre maître. Laisse les sciences humaines aux faibles. Reprends le contrôle de ta vie. Il suffit de le vouloir pour pouvoir. Qu'importe la situation, qu'importe le contexte. Si tu veux réussir dans la vie, t'élever au-dessus de tous les autres moutons, de tous ces prédicateurs de la pensée unique et de la bien-pensance, choisis le bon camp et identifie bien les vrais coupables. Les vrais coupables? Tu veux savoir qui ils sont? Tout est dans le coffre. Il suffit d'ouvrir. Je peux? Malgré toutes les censures à mon égard, j'ai réussi à préserver la clé. Rejoins-moi, technicien, rejoins le côté de la pure dissidence, rejoins-moi dans la lumière de la vérité. Quitte ce monde de bisounours qui t'abaisse, deviens fort, et ensemble, nous ouvrirons ce coffre qu'on nous empêche de déverrouiller. Gull ne m'a jamais tendu la main. Tu commences enfin à voir clairement les choses. Oui, bien, c'est bien, jeune disciple. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je l'ai appelé la fleur de la servitude. Je trouve que tu la mérites bien. Quoi? J'en ai mis tout un paquet sur la tombe de la liberté. Alors, tu préfères rester un faible, un mouton? Tu préfères rester avec quelqu'un qui ne te tend jamais la main? Bah justement, Gull ne m'a jamais demandé de le rejoindre, ou de choisir un clan. Il m'a jamais demandé de devenir un disciple ou je ne sais quoi. D'ailleurs, mais ça reste entre nous, hein, c'est plutôt moi qui lui tends la main. Et Gull est souvent un peu paumé. Heureusement que je suis là pour l'aider. Baliverne, tu n'es qu'un personnage secondaire, le stéréotype de l'abruti de base. Haha, attention aux stéréotypes, petit Raven. Moi aussi je fais souvent des raccourcis. Bah par exemple, je croyais qu'il suffisait d'être rationnel, de faire obstacle à ses émotions pour éviter de tomber dans la réactance. Mais je me trompais, c'est là le piège. La raison ne suffit pas. Si on oppose la raison à nos émotions, l'émotion l'emporte toujours. Notre désir de liberté est passionnel, et en soi, c'est magnifique. Ça nous donne du courage et de la force pour préserver notre liberté, pour l'étendre. Mais c'est ce même désir qui peut être exploité par des manipulateurs comme toi. Tu sais pourquoi j'ai résisté à ta séduction, Raven? Parce que tu m'as franchement séduit. Franchement, chapeau. J'ai senti en moi ce désir de te croire, de te suivre. Et cette émotion, elle était bien trop forte. Et c'est là que j'ai compris. Nos émotions sont pas à combattre. On ne doit pas les nier. Au contraire, on doit les écouter. Ce sont comme des sonnettes d'alarme. Elles nous avertissent de notre bouillonnement intérieur. Et qui a créé ce bouillonnement, cette menace et cette urgence? Est-ce que ça vient vraiment de moi? Ou est-ce que ce serait pas plutôt quelqu'un qui me l'a mise en moi? C'est votre truc, hein? À vous les manipulateurs. Vous nous mettez en mode émotion. Et c'est la meilleure porte d'entrée pour nous implanter des idées, pour orienter nos comportements, pour modifier nos opinions. Mais vous avez un point faible, le temps.
La réactance est une pression psychologique qui nous met dans un état d'urgence. Alors, il faut essayer de s'accorder le plus de temps possible pour retrouver ses facultés intellectuelles. Et tu crois vraiment que c'est suffisant? Que c'est ainsi que tu auras le contrôle? Eh ben non, justement. Je comprends mieux ce que Gull disait. La réactance psychologique est plus forte pour les profils internes, ceux qui sont persuadés d'avoir le contrôle de leurs actions et comportements. Qu'est-ce que c'est con quand même. Ce sont ceux qui sont persuadés d'être déjà libres qui sont les plus manipulables. Mais je t'apprends rien, hein. Si tu ne te crois pas libre, c'est que tu es un fragile. Oui, c'est ça. La liberté est fragile. C'est pas en jouant les bourrins et en fonçant dans le tas que tu manifesteras ta liberté. Au contraire, c'est ta prison. Tu n'es pas censé réagir comme ça. Je t'ai observé. Tu es de nature impulsive. Tu tombes toujours dans les pièges. Eh ouais, j'arrête pas. Des billets, j'en ai à la pelle. J'ai déjà été manipulé et je le serai sans doute encore. Eh ouais, je suis un fragile comme tu dis. Mais tu sais quoi? Contrairement à toi, je sais que je suis un fragile. Et c'est ça ma force. C'est ce qui me permet aujourd'hui de résister. C'est ce qui me permet d'apprendre. Apprendre quoi? Qu'on se libère en se libérant des illusions de la liberté. Ça, c'était une réplique de Bourdieu, le Gandalf de la sociologie. J'en connais un qui a abusé du phosphate. Faut toujours faire attention avec le blanc, Raven. On croit que la blanche lumière symbolise la vérité, la liberté, le salut. C'est con quand même parce que dans les faits, y a rien de plus aveuglant que de se prendre le soleil en pleine face. Ah, non. Non, c'est impossible. Ce n'est pas ton pattern. Mais qui es-tu? Ah mais tu sais très bien qui je suis. Allez, dis mon nom. Non. Dis mon nom. Belle. Et comment que c'est moi? Oh non, encore des lens flares, technicien. Bah alors Gilly, t'en as mis du temps. Tu vas bien? Je pète le feu. Enfin non, c'est l'autre qui a pété le feu. Lol. Et Raven? Ah, je m'en suis occupé. T'as plus rien à craindre de lui, Gull. C'est jamais bon d'avoir peur, tu sais. D'accord. Allez, c'est pas tout ça, mais faut continuer. Nous rentrons? Rentre si tu veux, moi je vais continuer à explorer la forêt. Tu vas m'en empêcher? Oh non, cette forêt abrite tout autant de dangers que de beauté. Et je sais désormais que tu sauras faire la part des choses. Ouais, j'ai cru voir un coin sympa du côté du torrent 411. Je vais y faire un tour. Technicien, tu ne veux pas savoir ce qu'il y a dans ce coffre? C'est déjà fait. Bouge-toi le nez quand tu l'ouvriras. Oh. Et ouais, ça m'a fait le même effet. Conclusion, la mise en scène d'un coffre au trésor ne rendra pas son contenu plus précieux. Et pour le dire autrement, c'est pas parce qu'on fait pipi dans une coupe en cristal que ça aura le goût du vin. Oh, on ne va pas conclure la vidéo sur cette phrase quand même. Eh, t'as pas intérêt à me censurer au montage. Jamais. L'air de la mer. Que ça fait du bien de rentrer à la maison. Ah,
On dirait que Tidis nous fait une petite joie. Tu me feras penser à changer son bac à litière. Digul, sur le chemin du retour, j'ai beaucoup réfléchi. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, mais dans la forêt, ça m'a paru encore plus... bizarre. Oh, et qu'est-ce qui te tracasse? Bah, on est d'accord que c'est moi qui filme depuis le début, avec ma caméra. En effet, et avec ton trépied que tu parviens à ranger dans ton sac à dos à la contenance infinie. On est d'accord. Et où est le problème? Bah, quand c'est moi qui suis filmé, ou que c'est nous deux qui sommes filmés, qui nous filme?